Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. On démarre tout de suite avec les titres. Le président portugais, lors de sa visite d'État en Côte d'Ivoire, a été fait docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en présence des ministres Albert Mabritois-Keus et Claude Paulin d'Anhaut. Un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente. Le Premier ministre était présent vendredi à la cérémonie de clôture de la 6e édition d'Africalia, le forum ouest-africain de développement des entreprises, une plateforme pour appuyer la promotion du partenariat du secteur privé africain, mais aussi des intégrations des économies. Reportage à suivre dans 10 minutes. Dans ce journal, nous irons au Guatemala où ce dimanche, 8 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire le nouveau président de ce petit pays d'Amérique centrale, ainsi que les députés et les maires, au terme d'un processus électoral marqué par l'assassinat ou l'enlèvement de dizaines de candidats locaux pour les municipales. La CAN 2019 est la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle va se dérouler en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. C'est la toute première organisée, regroupant 24 participants, 24 équipes participantes et à n'avoir pas lieu en début d'année avec pour la première fois dans la compétition l'assistance vidéo à l'arbitrage. La phase de qualification s'est tenue entre mars 2017 et mars 2019. Comment la Côte d'Ivoire prépare-t-elle la compétition? Nos éléphants sont-ils prêts? Qu'est-ce qui est prévu pour la promotion du sport en général en Côte d'Ivoire? Voilà entre autres des questions que nous allons poser au ministre des Sports qui nous a rejoints en plateau. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Monsieur Claude Paulin d'Anhaut. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Hamza Diaby. Monsieur, bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous allons parler CAN, mais pas que. Nous allons parler également de ce que vous faites, de ce que l'État fait pour la promotion de tous les sports en Côte d'Ivoire. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de décliner ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire, sous la conduite du chef du gouvernement et sous le leadership du président Alassane Ouattara, pour que le sport soit au cœur du bien-être des Ivoiriens. On en parle longuement tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, Monsieur le ministre. Bonne fête à tous les pères de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vous qui nous suivez, cette journée est la vôtre. Même si vous êtes moins à la fête que les mères ne le sont, savourez donc ce 16 juin, cette journée spéciale pour votre courage, votre détermination, votre force et votre cœur à l'ouvrage. Que serait le monde si vous n'aviez pas été là? Le président portugais était récemment en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'État de 72 heures au cours de laquelle Marcelo Rebelo de Sousa a été fait docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, entre autres pour son œuvre dans le domaine des sciences juridiques. Les précisions d'Herman Guivet. Plus que quelques boutons à fermer et voilà le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa dans ses habits neufs de docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La toge frappée de 9 coris, le plus haut grade, le diplôme, puis le tableau, une spécialité de la région des savanes qui symbolise la joie de vivre, la gaieté, toutes les valeurs qui accompagnent les peuples qui vivent dans cette région. Docteur honoris causa, une distinction fort bien choisie pour honorer le prestigieux visiteur. Le monde de l'université décerne le grade de docteur honoris causa à des universitaires de renom et à des personnalités non universitaires en raison de leur engagement ou de l'éminence de leur qualité scientifique et ou dans un domaine donné. En ce jour mémorable, l'université Félix Houphouët-Boigny a l'honneur de recevoir une personnalité qui est à la fois l'incarnation de la science et de l'engagement sur le plan social et politique. Excellence, Monsieur le Président, au moment où s'ouvre une nouvelle ère de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, le Conseil de l'Université Félix Houphouët-Boigny, en sa session extraordinaire du lundi 3 juin 2019, au terme de cette délibération, vous a jugé digne de recevoir, éminents collègues, le grade de docteur honoris causa pour votre grande œuvre dans le domaine des sciences juridiques, pour l'exemplarité de votre engagement social et de votre carrière politique. Pour mémoire, depuis le président Léopold Sédar Senghor,
qui a reçu une telle distinction dans les années 70. C'est la deuxième fois que notre institution a le privilège d'accueillir un chef d'État. C'est pourquoi, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais, Monsieur le Président de la République du Portugal, vous témoigner la gratitude du gouvernement et de toute la communauté universitaire nationale. Une marque de considération, loin de laisser indifférent le président portugais. Professeurs, élèves de portugais, merci bien d'être venus et de votre mission pour l'amitié, la fraternité entre nos deux peuples. Merci. Avant de rendre la parole, le président portugais, homme de droit, n'a pas manqué de laisser un message fort à la jeune génération. Les élèves, n'oubliez pas, vous êtes des privilégiés. Vous devez servir les autres. Commençons par vos concitoyens ivoiriens. Mais pensons à tout le monde, à tous ceux qui souffrent dans tout le monde. C'est votre devoir. Merci bien de cet honneur et de cette joie. Jamais imaginons d'être professeur d'université Félix Houphouët-Boigny. Son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, s'est dit heureux d'avoir trouvé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une nouvelle famille, rassurant de l'effort qui sera consenti par son pays, le Portugal, pour renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. Pendant cette visite d'État, plusieurs accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Et toujours dans le cadre de la coopération, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a ouvert les portes de son cabinet à des opérateurs économiques, des élus locaux et consuls du Portugal. Une série d'audiences en présence de notre reporter Régis Kofi. Les entreprises portugaises veulent renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Les représentants des groupes Mota-Engil et Bial, respectivement dans la prestation de services environnementaux et de fabrication de produits pharmaceutiques, se sont entretenus avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le président du Portugal et le vice-président de Côte d'Ivoire ont visité notre installation ici à Abidjan et je pense que le futur sera très long pour les entreprises portugaises. Nous sommes un pays qui connaît bien l'Afrique et nous sommes un peu africains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé par la suite avec des maires et consuls portugais. Nous sommes heureux donc des changements importants apparus au niveau de cette coopération, pas seulement au niveau donc des entreprises, pas seulement au niveau des secteurs publics, mais aussi la coopération dite décentralisée. Parce que cette coopération est plus proche des gens. Au niveau des facteurs humains, c'est important. Il faut profiter de cette occasion à la fois pour nouer des relations humaines entre les mairies, mais aussi des relations entre les populations et vos populations, des villes que vous représentez. Et ça aussi peut déboucher donc sur des aspects d'entreprise conjointes. C'est avec joie que les maires portugais ont conclu des accords de partenariat avec plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. On amène avec nous une image magnifique magnifique de votre peuple de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse une note de l'évolution avec la dernière fois que j'étais ici. Depuis 2 ans jusqu'à maintenant, on est en train d'une évolution très positive dans les travaux que votre Excellence vous avez fait. La présence des élus et cadres portugais en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la visite du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a, lui, été hier à la cérémonie de clôture de l'atelier sur la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Comment maintenir une croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire, indispensable au bien-être des populations? Voilà la réflexion menée à cette rencontre par le Conseil national de politique économique, atelier au cours duquel la Côte d'Ivoire est allée à l'école de la Corée du Sud. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. 2 jours de réflexion sous-tendue par plus de 150 ans d'expérience en matière d'économie et de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses avancées.
Si le pays connaît une croissance économique importante, il lui faut garantir inclusivité et durabilité. Nous avons donc, avec l'appui de la Banque mondiale, décidé de réunir ici les personnalités coréennes, les experts économistes mondiaux qui ont travaillé sur le cas de la Corée, qui ont réfléchi sur le plan de développement, la stratégie de la Corée, pour lui permettre de réaliser de pareilles performances. Que ces experts-là puissent venir ici, regarder ce que nous-mêmes nous avons déjà fait, voir ce que la Corée a fait, et dire, compte tenu du nouveau contexte mondial, quels sont les secteurs sur lesquels nous devons nous baser pour qu'au cours des 10 prochaines années, on atteigne les performances qu'on peut être en droit d'attendre. Dans son exercice, le Conseil national de politique économique a pour objectif d'identifier les défis économiques nationaux et internationaux et aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, il faut travailler à léguer aux jeunes générations un pays prospère. Nous avons des défis, et des défis extrêmement importants à relever. Il y a un qui nous interpelle. C'est la question de savoir est-ce que dans les 10 prochaines années, nous pourrons donc maintenir un taux de croissance d'au moins 7%. Je veux le dire ici, au nom du président de la République et de toute l'équipe de gestion économique autour de lui, que c'est notre objectif. Nous entendons léguer aux générations qui viennent un pays prospère. Alors nous travaillerons tous ensemble pour trouver quels sont les leviers de croissance qui permettront à la Côte d'Ivoire d'avoir ces 7% de croissance qui sont indispensables pour que demain, nous créons les emplois qu'il faut pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà l'engagement que je veux prendre devant vous ici. Les conclusions des travaux sur la table du gouvernement devront être déclinées en actions pour consolider la croissance économique du pays. Vendredi, c'est Africalia qui refermait ses portes. Là encore, Amadou Gon Coulibaly était présent. Africalia, c'est le Forum ouest-africain de développement des entreprises, un instrument d'appui à la promotion du partenariat du secteur privé africain, mais aussi des intégrations des économies. Cette 6e édition a été organisée à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire autour du thème « Monnaie et intégration économique, enjeux pour le secteur privé en Afrique ». Je vous amène maintenant à la primature dans la commune du Plateau. S'est tenue cette semaine la table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du schéma directeur d'assainissement et de drainage. Les résultats obtenus sont beaucoup plus que ceux espérés. Sur 585 milliards de francs CFA souhaités, plus de 738 milliards ont été mobilisés par les partenaires techniques et financiers. Le témoignage de Grace Rando. 738 milliards de francs CFA contre une attente d'environ 585 milliards de francs CFA ont été annoncés par les partenaires techniques et financiers, banques privées commerciales et internationales. Ces fonds permettront de financer la première phase du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sur la période 2020-2034. Ce schéma couvre les 13 communes du district d'Abidjan et préconise le scénario d'aménagement des réseaux et des ouvrages d'assainissement à travers des stations de pompage, des stations d'épuration. Il s'agit de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements et des flux financiers orientés vers l'assainissement et le drainage en cohérence avec le dispositif de notre programme de développement. Je suis heureux que la France ait choisi dès 2015, au travers du premier contrat de désendettement et de développement à l'époque, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise à jour du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Ce document stratégique porte une vision programmatique des investissements à réaliser en plusieurs phases jusqu'en 2060. 355 milliards seront injectés pour les travaux des eaux usées et 229 milliards pour les eaux pluviales. En ce qui concerne les eaux pluviales, des canalisations, des dallots enterrés et des bassins d'écrêtement sont prévus dans les zones à forte pente et moins urbanisées. Ce schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan a été validé en Conseil des ministres en mai 2018. L'objectif général visé
par la mise en œuvre de ce schéma directeur est de réduire significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales des milieux récepteurs et de disposer d'un outil de planification efficace conforme au Plan national de développement ainsi qu'à la lettre de politique sectorielle qui est le document d'orientation et de stratégie gouvernementale en matière d'assainissement et de drainage. Pour rappel, le premier plan directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été réalisé en 1973 et actualisé en 1981. Nous sommes le 16 juin 2019 et comme chaque année à cette même date depuis 1991, la journée de l'enfant africain est organisée par l'Union africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Thème de cette 29e édition, luttons contre la migration à risque des enfants afin de garantir leurs droits. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a lu pour vous la déclaration du gouvernement. Le continent africain a la population la plus jeune au monde. Les enfants de moins de 15 ans y représentent 41% de la population, comme l'indique le récent rapport 2016 de Perspectives économiques en Afrique. Une population qui devrait plus que doubler pour atteindre les 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050, d'après les projections. Malgré cette volonté affichée de promouvoir et de préserver les droits des enfants, ceux-ci sont encore confrontés à de multiples formes de violence, au nombre desquelles la migration irrégulière. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, entre mai 2017 et juin 2018, sur 5136 migrants de retour enregistrés et profilés, on compte 75% d'hommes et 25% de femmes, avec 100 mineurs non accompagnés, dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses efforts pour assurer à tous les enfants les meilleures conditions de développement et d'épanouissement à travers une éducation de qualité, un accès équitable aux soins de santé et l'élimination de toutes les formes de discrimination. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée en tant que pionnière dans l'Alliance mondiale dont l'ambition est de mettre fin aux violences faites aux enfants. J'en appelle à une synergie d'action des acteurs de la société, des partenaires au développement et des hommes et des femmes de bonne volonté en vue de trouver des solutions durables à l'épineux problème de la migration à risque des mineurs. La journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 15 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. On en vient maintenant à la deuxième édition des Agri-Days, le salon de l'agro-industrie et de l'environnement qui a refermé ses portes après 72 heures de travaux. Les réflexions ont porté sur la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Et vendredi, à la clôture, les chercheurs ont fait plusieurs propositions au gouvernement et aux acteurs du système agricole. C'était au micro RTI1 de Jean-Luc Bangbo. Plus de 500 participants issus d'une cinquantaine de structures évoluant dans le secteur de l'agro-industrie, la deuxième édition des Agri-Days a surtout été une importante tribune pour débattre de la question de la sécurité alimentaire et de son impact sur la protection de l'environnement. D'ici 2050, le problème qui sera vraiment d'actualité, c'est le problème de nutrition. Il faut vraiment trouver des stratégies, des techniques qui vont sécuriser l'alimentation. Les participants, dont la plupart sont issus de la communauté des chercheurs, ont fait des propositions de solutions. En ce qui concerne la conservation et l'utilisation des ressources, il s'agit de mettre en place le cadre réglementaire approprié pour une gestion durable de ces ressources-là. Pour ce qui est de l'aspect sanitaire de nos productions agricoles, il y a un processus qui est en cours. Et donc nous demandons simplement son accélération de manière à ce que les populations puissent disposer d'outils pour accompagner tout ce qui est sanitation de nos productions. Des solutions, mais également des recommandations au gouvernement et aux acteurs du système agricole. En plus des décideurs, en plus des techniciens, des scientifiques, nous avons fait venir des producteurs et des productrices surtout pour leur dire que voilà comment il faut produire. Voilà, il faut produire intelligent. Voilà, comment il faut produire avec moins de pesticides, avec moins d'eau peut-être, mais produire sainement pour la population.
Initiative de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, AISA, les Agridays mènent depuis leur première édition en 2018 les réflexions sur une politique d'ensemble en vue d'aboutir à une meilleure compétitivité du secteur de l'agro-industrie ivoirien. C'est parti pour les examens scolaires à grand tirage. Le coup d'envoi a été donné hier par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une série d'examens placés cette année sous le thème du civisme et de l'engagement de tous. C'est le levier d'optimisation des examens scolaires. Clément Bocco, reportage. 1 289 603 candidats se présenteront aux différents examens pour la session 2018-2019 au titre de l'enseignement général. L'enseignement technique et la formation professionnelle présentent 12 423 candidats, soit un total de 1 302 026 candidats. L'annonce a été faite ce samedi 15 juin lors du lancement des examens scolaires par la tutelle. Pour freiner le phénomène de tricherie aux examens, les autorités académiques recommandent le civisme et l'engagement de tous comme levier d'optimisation des examens scolaires. À ceux donc qui veulent dévoyer nos évaluations certificatives nationales, je voudrais rappeler avec détermination à traquer et à éradiquer tout acte d'extorsion de fonds aux candidats ou à leurs parents, la corruption, l'utilisation de supports de communication numérique et des réseaux sociaux à des fins de fraude et toute autre forme de tricherie. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement des examens et concours. Il s'agit d'une opération de dématérialisation qui supprime l'usage des livrets scolaires aux délibérations. Il n'est donc plus question de transporter des centaines de cartons de livrets des établissements scolaires vers les centres de composition puis de délibération. De plus, l'élimination de ce document met un terme aux irrégularités parfois constatées sur le statut des candidats officiels et libres. Le BEPC a ouvert le bal des examens avec l'oral d'anglais le 11 juin dernier. Les épreuves écrites du BEPC vont se dérouler le lundi 17 juin prochain. Les 13 et 14 juin dernier, les journalistes culturels de Côte d'Ivoire étaient réunis à Grand-Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Réunis au sein de l'UJOCSI, ils ont organisé cette rencontre pour faire les états généraux de leur union, qui est âgée aujourd'hui de 22 ans. Reportage Issa Chonayeo, l'un de nos journalistes culturels maison. Un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur et faire le bilan de ses activités après 22 ans d'existence. C'est l'exercice auquel s'est soumis l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCSI. Pendant 2 jours, les membres de cette association ont passé au peigne fin leurs activités au cours des décennies passées. Ces états généraux viennent pour réfléchir sur l'avenir même, les perspectives pour repositionner notre union, parce qu'on a estimé qu'on a été en retard et qu'il faille qu'on se réunisse, réfléchir et tracer les grandes lignes de ces 5 années à venir. Les autorités ont salué l'organisation de ces états généraux. L'histoire de notre pays ne saurait s'écrire sans vous, les journalistes, qui ont modélé le visage. Nous souhaitons que de ces états généraux sortent de grandes décisions qui vont bâtir une union forte et sacrée. Votre métier vous confère une proximité avec les populations, ce qui fait de vous des partenaires de choix dans mon combat pour l'autonomisation de la femme et l'assistance aux personnes vulnérables. UJOCSI s'est doté d'un plan stratégique pour conduire le projet du bureau exécutif. Elle envisage également d'organiser la nuit des champions de la culture et des arts dans les mois à venir. Je vous l'ai dit en titre, 8 millions de Guatémaltèques sont appelés aux urnes ce dimanche 16 juin pour des élections présidentielles, municipales et parlementaires. Des élections pour sortir le pays de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité après une campagne atypique qui s'est déroulée dans un climat de violence sociale et politique. Un Guatemala face donc à sa destinée.
Place maintenant au magazine du dimanche. Un dimanche de sport avec le ministre Claude Paulin d'en haut qui nous a rejoint en plateau. Monsieur le ministre, merci de nous avoir honorés en étant ici sur notre plateau. Nous allons commencer l'entretien, mais juste après ça. Cheikh Cissé Salah décroche la première médaille d'or olympique du pays remportée au taekwondo aux derniers Jeux olympiques 2016 de Rio de Janeiro au Brésil. Avant lui, le sprinteur Gabriel Tiako, spécialiste des 400 mètres avec l'argent, devient le premier médaillé olympique de l'Afrique de l'Ouest aux Jeux olympiques en 1984 à Los Angeles. Et avec la génération Aouré Talou, la Côte d'Ivoire a gagné la reconnaissance mondiale de la bonne santé de la discipline de l'athlétisme. Michel Aboussoro, boxeur français d'origine ivoirienne, s'adjuge le titre de champion d'Europe des poids moyens en 2015. Des résultats qui démontrent le talent des sportifs ivoiriens. Est-ce pour autant que les sports en Côte d'Ivoire sont dynamiques? Le mal est plus profond. Avec la mondialisation, la Côte d'Ivoire est loin des exigences de qualité d'infrastructure. En plus, le gap est également présent au niveau des performances réalisées par des athlètes tels que le Jamaïcain Usain Bolt. Monsieur le ministre, voilà un an que vous êtes aux affaires, vous êtes le ministre des Sports. Quel bilan vous faites déjà de cette année? Quel état des lieux vous faites du sport en Côte d'Ivoire? Mais le sport en Côte d'Ivoire, comme toutes les filières de ce pays, ont bénéficié de réformes pertinentes de la part du gouvernement. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis de l'informel avec la loi. La loi 2014-856 du 22 décembre 2014 a donné une orientation forte à la promotion du sport et fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir une politique nationale du sport qui a pour objectif de faire du sport une filière de création de richesses, d'agir pour le bien-être des Ivoiriens et aussi d'assurer la promotion de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette politique nationale du sport qui aurait dû commencer depuis juin 2017 avec le référentiel qui a été mis en œuvre a connu une période de latence pour permettre aux fédérations de s'approprier les tests. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cette politique nationale du sport avec les infrastructures à construire, avec les fédérations qui doivent bénéficier d'un agrément, qui doivent être en convention avec l'État pour le développement des filières sportives. Et d'une manière générale, nous pouvons dire que le tableau est fixé. Les infrastructures sportives sont lancées. Dans le cadre de la CAN 2023, vous avez dû noter qu'à Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et même à Abidjan, les infrastructures sont bien lancées. Il s'agit maintenant de faire en sorte que toute la grande famille sportive puisse se mettre en ordre de bataille pour s'insérer dans cette vision du gouvernement. Et rapporter des lauriers. Les lauriers viennent avec le temps. Les lauriers viennent aussi avec la performance de nos athlètes. Et vous pouvez noter que nous avons glané beaucoup de lauriers ces dernières années. Et vous avez parlé de sport comme facteur de création de richesse. Comment? Nous pensons que le sport doit devenir une industrie. D'abord, faire vivre les athlètes, détecter et promouvoir les athlètes de haut niveau. C'est ce que nous faisons. Nous devons faire en sorte que les filières sportives aident à la formation des jeunes, à travers l'INJS et à travers le curricula que nous avons réformé, pour que le sport ne soit pas le parent pauvre des activités génératrices de revenus dans notre pays. Et nous voulons que, par une meilleure cartographie de l'activité sportive, nous puissions attirer les annonceurs vers les spectacles que constitue le sport et créer de la richesse pour permettre aux athlètes de vivre de leur métier. Parce que c'est cela qu'il faut faire. Le sport doit devenir aussi une rampe de lancement social pour les jeunes générations ivoiriennes. Vous parliez de détecter les talents. On parle donc de l'OASU déjà sur les bancs à l'école. Le sport doit avoir une vertu centrale dans notre pays. Permettre de former la jeunesse, remettre les valeurs au cœur de l'activité de la jeunesse. Le sport doit faire en sorte que les jeunes aient une meilleure santé, s'éloignent des vices, et le sport doit permettre de détecter aussi des talents pour en faire des porteurs de flambeaux de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et pour ce faire, le sport de haut niveau est encadré et suivi par des bourses, par des formations spécifiques. Nous voulons, en un mot, que le sport devienne une activité génératrice de revenus, qu'il y ait de l'entrepreneuriat dans les métiers du sport. En liaison d'ailleurs avec l'agence Emploi Jeunes, nous voulons que désormais l'industrialisation soit une réalité et l'entrepreneuriat dans les filières du sport.
en liaison avec l'économie numérique. Nous devons faire preuve d'imagination pour les jeunes générations et nous devons nous approprier le sport comme une filière à part entière. Il y a certainement des difficultés que vous rencontrez dans cette mise en œuvre. Nous avons de nombreuses difficultés. Comme toute activité nouvelle, le changement de paradigme entraîne toujours des grincements de dents. Parce que nous avons été habitués à recevoir des deniers publics. Or, la loi fait obligation qu'il y ait une traçabilité de ces deniers publics, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait de la redevabilité de la part des fédérations, qui sont d'ailleurs nos bras séculiers pour la mise en œuvre du sport dans notre pays. Mais il faut de la redevabilité, il y a quelques grincements dedans, parce que les moyens de l'État ne suffiront jamais à couvrir tous les besoins des fédérations. C'est pour cela que nous créons un écosystème qui doit permettre donc de faire appel au secteur privé pour financer l'activité sportive. Et nous comptons sur l'imagination, l'engagement des fédérations et de tous pour atteindre cet objectif. Et vous parliez de la politique nationale des sports. Dites-moi, comment cette politique-là pourrait assurer une participation honorable de notre pays aux événements internationaux, aux événements sportifs? Vous savez que la Côte d'Ivoire sait organiser les grands événements. La récente organisation des Jeux de la francophonie a prouvé que la Côte d'Ivoire, quand elle est rassemblée, quand elle a du génie, quand elle met son génie créateur ensemble, sait faire des grandes choses. Et donc nous avons du talent. Les jeunes Ivoiriens ont du talent. Nous devons simplement les détecter, les accompagner, les former et les soutenir. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec tous les lauriers que nous avons glanés dans les différentes disciplines sportives, nous sommes capables de porter encore plus haut le flambeau de notre pays. Et il nous appartient, en tant que gouvernement, de fixer le cadre, de mobiliser les ressources, d'améliorer l'environnement et d'avoir un cadre institutionnel. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous comptons maintenant sur la participation de tous. Entreprises, fédérations, athlètes. Il faut que nous changeons de paradigme, que nous comprenions que l'État seul ne pourra pas financer le sport, mais qu'il dépend de nous, de faire preuve d'imagination. Et vous allez avoir l'appui institutionnel du ministère en charge des sports pour conduire cette politique. Parlons sport féminin. Quelle est la situation du sport féminin en Côte d'Ivoire? La situation du sport féminin est mitigée. Cette situation est mitigée d'autant plus que, en matière de promotion et de détection, il faut reconnaître que les choses ne sont pas assez reluisantes. Mais nous avons bon espoir quand nous voyons la qualité du personnel féminin dans l'athlétisme, quand nous voyons la qualité du personnel féminin dans le taekwondo, dans les sports de main. Même au football, récemment, le tournoi UFOAB Dames. Au football, récemment, nous avons démontré que s'il y a un meilleur encadrement, s'il y a beaucoup plus de compétition au niveau du football féminin, nous pourrons avoir des lauriers parce que nous étions en finale. Et nous sommes passés à côté de la médaille d'or, tout simplement par une demi-minute d'inattention. C'est pour dire que d'une manière générale, le sport se féminise. Depuis l'OASU, depuis le sport scolaire et universitaire. Et nous pouvons dire que nos filles ont du talent. Nous devons simplement leur donner plus d'opportunités et nous allons y travailler. Et est-ce qu'elles ne sont pas démotivées par ce qu'elles perçoivent qui est fortement en deçà de ce que les hommes non, reçoivent? Ce n'est pas une question de primes. Il y a une polémique sur les primes, justement. C'est vrai que les primes ne suffiront jamais. Pourtant, les primes existent. Elles vont de 25 000 à 80 000 francs Même par pour jour. les dames, là? Pour tous. Il n'y a pas de différenciation. Sauf que ces primes ne pourront jamais suffire. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut améliorer l'économie du sport. Faire en sorte qu'il y ait des annonceurs qui arrivent dans le milieu et qui puissent améliorer les primes, les cachets, pour accompagner l'effort du gouvernement pour soutenir les athlètes. Monsieur le ministre, en 2014, la Côte d'Ivoire avait été retenue par la CAF pour abriter la Coupe d'Afrique 2019. Malheureusement, en 2018, fin d'année 2018, ça change. On passe à 2023. Ce glissement de calendrier. Ce glissement de calendrier a été concerté. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pensé que la Côte d'Ivoire doit soutenir la jeunesse africaine dans tout ce qu'elle peut faire de bon, de grand en se rassemblant. Le Cameroun a fait beaucoup d'efforts. Il nous appartenait d'accompagner ce pays frère et nous aussi nous donner le temps d'être prêts et d'organiser avec brio la CAN 2023. C'est pourquoi toutes les infrastructures sportives et d'équipement ont été lancées et le président a instruit le gouvernement de faire en sorte que les délais contractuels soient tenus et seront tenus pour le bonheur des Ivoiriens, pour booster l'économie, parce que tous ces investissements de plus de 200 milliards doivent être faits pour injecter,
pour booster l'économie et permettre la création de richesses et d'emplois dans notre pays. N'est-ce pas aussi une bouffée d'oxygène pour nous? Est-ce qu'on aurait pu être prêt avant 2019? Voilà. Le problème, ce n'est pas d'être mécaniquement prêt. Nous aurions pu être mécaniquement prêts, mais il faut toujours se donner le temps de roder les infrastructures et aussi de préparer une bonne équipe. Parce que finalement, nous organisons la CAN aussi pour espérer la gagner. L'actualité, c'est donc la CAN, la sélection ivoirienne à l'assaut de la Coupe. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football s'ouvre le vendredi 21 juin au Caire, en Égypte. 24 équipes nationales sont à la conquête des Dames Coupes. Logées dans la poule D, la Côte d'Ivoire affrontera l'Afrique du Sud, le Maroc et la Namibie. Sa première rencontre est prévue le lundi 24 juin 2019 au stade Al-Salam, au Caire à 14h30 GMT. À 8 jours du premier match des éléphants, la sélection ivoirienne peaufine sa stratégie à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, dans un climat similaire à celui du pays des pharaons. Le coach Kamara Ibrahim et ses pachidèmes affichent une détermination et une rage de vaincre. Une attitude qui donne l'espoir de ramener la coupe au bord de la lagune ébriée pour la 3e fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 2023, la Côte d'Ivoire a le privilège d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour relever le défi, la Côte d'Ivoire a ouvert de grands chantiers dans plusieurs villes pour sortir de terre des infrastructures ultramodernes. Objectif, réussir une grande fête du football africain comme elle en a l'habitude, comme ce fut le cas lors des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017 à Abidjan. Voilà, Monsieur le ministre, cette année, on passe à une compétition à 24 équipes. La deuxième fois, ce sera en Côte d'Ivoire en 2021. Comment on prépare ce pari? Comment on pense le réussir? La Côte d'Ivoire réussira le pari de l'organisation pratique, tout simplement parce que nous serons prêts matériellement, avec toutes les infrastructures sportives, d'hébergement et aussi les infrastructures de plateaux techniques sanitaires, les plateaux techniques au niveau de la voirie. Et tout cela est mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous dans les 24 prochains mois. On suppose que vous y allez aussi à cette CAN en Égypte pour essayer de voir comment l'organisation se fait. Tout à fait. Avec 24 équipes. Tout à fait. Nous serons donc dès mercredi au Caire pour représenter son Excellence le Président de la République qui nous a désignés pour porter la délégation ivoirienne. Nous allons donc pour voir la faisabilité, les contraintes techniques et aussi les contraintes matérielles pour l'organisation d'une telle CAN à 24 équipes. Je peux vous dire que nous allons tirer profit de l'expérience égyptienne pour renforcer notre comité d'organisation locale pour être effectivement prêt pour la CAN 2023. Que pensez-vous de notre équipe, Monsieur le ministre? Mais notre équipe aussi rajeunie. Notre équipe est rajeunie. Notre équipe est rajeunie et il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux encadreurs. C'est vrai que le football draine les passions. À l'occasion des compétitions sportives, nous sommes tous des entraîneurs, des supporters, des encadreurs et nous voulons avoir l'équipe idéale. Mais il faut faire confiance tout simplement aux encadreurs qui donnent l'opportunité aux jeunes Ivoiriens de prendre aussi leur destin en main. C'est une rampe de lancement que nous donnons à ces jeunes, de pouvoir exercer, de pouvoir montrer leur talent. Et ce sont les choses essentielles que le président de la République, lors de la remise de son écharpe, a tenu à dire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons de plus cher. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des jeunes qui veulent porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Faisons-leur confiance. Nous devons leur apporter nos prières, la sérénité, pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Et puis, c'est le football. Nous voulons gagner. Si nous gagnons, nous allons être dans l'allégresse. Mais aussi, si nous sommes rassemblés autour de ces jeunes, il peut arriver que nous soyons dans la détresse, dans la défaite. Mais aussi, c'est parce que nous serons ensemble que nous allons pouvoir persévérer, que nous allons pouvoir donc tracer de nouveaux chemins d'espérance. Donc c'est pour cela que nous devons nous rassembler autour de cette équipe et donner la chance à ces jeunes. Monsieur le ministre, Gervais Kouassi ne fait pas partie de ce groupe. Un Gervinho, meilleur buteur de sa saison à Parme en Serie A en Italie, meilleur joueur, plus d'une dizaine de buts, 5 passes décisifs. Mais il appartient, comme je vous l'ai dit, à l'entraîneur de former un groupe. Une équipe, c'est un groupe. Il faut laisser l'opportunité aux techniciens de faire leurs choix pertinents et d'assumer leurs résultats. Mais nous pensons qu'il faut laisser la chance à tous les jeunes Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, pour qu'ils expriment leur talent. Nous regrettons tous les noms que nous entendons ici et là.
Mais je peux vous dire qu'il faut faire confiance. La Côte d'Ivoire s'est trouvée dans ses entrailles, ces enfants capables de porter haut les flambeaux de notre pays. Comment ils vont, nos éléphants? Ils vont Comment très ça bien. se passe, la préparation, leur état d'esprit? J'ai vu ces jeunes déterminés à Chantilly. Je les ai vus encore récemment. Je les ai eus au téléphone à Abu Dhabi, où ils sont en train de s'acclimater avant d'arriver en Égypte. Je peux dire que le climat est peut-être un peu trop fort, 48 degrés à peu près, c'est pas mais un il problème. vaut mieux être dans les conditions extrêmes pour pouvoir réagir Mais dans les conditions l'entraînement, j'ai optimales. pu dire que l'entraînement est passé de 2 à 1 par jour à cause justement de cette chaleur. Ça, ce sont des bruits de couloir. Nous laissons tout simplement l'opportunité aux jeunes Ivoiriens qui font partie de l'équipe des éléphants de prendre leur destin en main et de faire en sorte que les Ivoiriens vibrent à l'unisson pour eux et pour la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense qu'il faut leur faire confiance à l'encadrement technique et surtout créer la sérénité autour de cette équipe pour qu'elle puisse porter plus haut possible le flambeau de la Côte d'Ivoire. L'Ouganda vient de nous battre. Une équipe en préparation, il y a 2 ans, en 2017, nous l'avions battu 2-0. Mais vous savez, une équipe en préparation teste ses réflexes. Donc ce n'est pas quelque chose d'alarmant. C'est plutôt positif pour le moral de savoir qu'on a des faiblesses, qu'on puisse les corriger pour être encore plus fort demain. D'accord. Est-ce que aussi vous appelez les Ivoiriens à supporter les éléphants, à se mettre en ordre de bataille pour... Je voudrais, je pense, saisir l'opportunité que vous me donnez de réitérer l'appel du président de la République lors de la remise de son écharpe. Il a dit victoire aux éléphants. Mais il a donné 2 messages essentiels. Un, à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est forte, elle est rayonnante, elle est belle, elle est enviée quand elle est rassemblée. Rassemblons-nous autour de ce que nous avons de plus cher, qui est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ceux qui portent le flambeau de la Côte d'Ivoire, ce sont les éléphants footballeurs. Demain, ça va être les éléphants basketteurs en Chine. Rassemblons-nous parce que c'est ce que nous avons de plus beau et de plus grand à partager ensemble. Et ensuite, le deuxième message, c'était de dire que ces jeunes doivent avoir leur chance. Nous devons leur laisser l'opportunité, eux aussi, d'avoir cette rampe de lancement social. Parce qu'ils jouent leur carrière. Ils doivent mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire, mais pour eux-mêmes et pour leur avenir. Et enfin, rassemblons-nous. Mettons nos passions ensemble, nos énergies positives ensemble, pour que demain, s'il advenait que nous soyons dans la défaite, nous allons partager les peines ensemble et nous allons nous redresser dans la douleur pour créer le chemin de l'espérance. Mais s'il arrivait, et c'est ce que nous souhaitons, que nous soyons victorieux, alors ça sera l'allégresse autour de la belle Côte d'Ivoire rayonnante et triomphante. Voilà ce que je veux dire à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, pour terminer, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Nous sommes aujourd'hui à la fête des pères. Je voulais saisir l'opportunité avec le mouvement sportif, en me joignant à l'ensemble de nos concitoyens ivoiriens, pour dire au premier magistrat de ce pays, le père de tous, bonne fête, Papa Alassane Ouattara. Quelles que soient nos impatiences, nos turpitudes, vous avez toujours été là pour porter, comme un éléphant, le premier des éléphants, pour porter la Côte d'Ivoire au firmament, pour faire en Côte d'Ivoire le rassemblement des fils et filles de ce pays. Alors, bonne fête à vous, à tous les dignitaires de ce pays, à tous les pères de ce pays. Sportivement, bonne fête des pères. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Le 8 juin dernier, au Sénégal, le président de la République a remis officiellement le drapeau de la nation aux joueurs, à l'équipe nationale. Le regroupement s'est fait là, en leur disant officiellement d'aller défendre les couleurs du pays. Je pense qu'il faudrait penser peut-être à le faire ici, non? Le regroupement s'est fait à Chantilly, après ils sont à Abu Dhabi. Est-ce que pour qu'ils sentent la force du pays qui les pousse, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire? Vous savez que j'ai eu la bénédiction du président de la République pour aller le transmettre à Chantilly. Et je pense que par transitivité, ils l'ont reçu. Ils ont aussi reçu les images de la Côte d'Ivoire rassemblées à travers le gouvernement autour du président de la République avec son écharpe. Et ils recevront l'onction du président de la République par le message que je vais leur apporter dès mercredi au Caire, de tous les Ivoiriens qui sont rassemblés autour des éléphants pour qu'ils portent le plus haut possible
le flambeau d'une Côte d'Ivoire rayonnante. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Paulin-Claude Danho, ministre des Sports, je rappelle que vous êtes venu nous parler de la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire, ce qui est mis en place pour la promotion de toutes les disciplines sportives. Et bien évidemment, nous avons évoqué la CAN 2019 qui se jouera en Égypte. Votre souhait, c'est que les éléphants bénéficient du soutien, du patriotisme de tous les Ivoiriens. Nous ici, nous ferons notre part. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu. Merci encore et bonne chance aux éléphants. Avant de nous quitter, je vous dis ce communiqué. L'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la zone Yamoussoukro, Tumodi, Atiéguakro, Angoda, Lomo Nord dans la période du 16 au 23 juin 2019. Cette manœuvre est réalisée par le 1er bataillon pilote projetable conformément au programme de préparation à son déploiement en mission extérieure. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes de la zone de manœuvre. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Et dans la matinée du lundi 17 juin 2019, l'armée ivoirienne exécutera un autre exercice, un exercice militaire sur le plan d'eau compris entre le quai fruitier du plateau, la zone portuaire de Treichville et la base navale de Lokodro. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Elle mettra en œuvre des aéronefs militaires et des navires de guerre. De même, des coups de feu et des explosions seront entendus pendant son déroulement. L'état-major des armées présente ses excuses aux usagers du plan d'eau pour les perturbations occasionnées et les invite à se conformer au plan de circulation alternatif qui sera mis en place par la Marine nationale. Point final. Bon dimanche chez vous. Surtout, bonne fête à tous les papas qui nous suivent. On vous regarde en ce moment. On vous voit.